Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un bouleversement fou après 2 ans de crise du coronavirus, c'est-à-dire le mélange de télétravail d'un côté, de retour au bureau, en présentiel comme on dit, et toute cette gestion du quotidien qui concerne les DRH. Pour discuter de ce sujet, nous sommes avec Benoît Serre. Vous avez une double fonction. D'abord, vous êtes vice-président de la NDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, et vous bénéficiez aussi d'une solide expérience en entreprise, puisque vous avez été DRH à la Massif, et puis maintenant nouveau DRH de L'Oréal France depuis mai 2021. Bonjour Benoît Serre. Bonjour Léa. Après le dernier confinement, les Français ont retrouvé progressivement le chemin des bureaux. Alors, comment les DRH ont organisé ce retour sur site des salariés, surtout de ceux qui avaient pratiqué le télétravail à 100%, comme chez Google ou ce genre d'entreprise ? Mais en fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase, on va dire, sur la fin du 2e trimestre 2021. On voyait que, à l'époque, on croyait que les choses s'amélioraient, et donc les gens ont commencé à revenir, mais surtout, la phase la plus importante, ça a été juillet 2021, quand le gouvernement nous a annoncé ou confirmé qu'il n'entendait plus s'immiscer dans l'organisation des entreprises, et par conséquent, on retrouvait une liberté absolue d'organisation du télétravail. Quelques entreprises, de plus en plus d'ailleurs, avaient des accords de télétravail qui enfin pouvaient s'appliquer d'une certaine manière. D'autres ont organisé le retour, plus ou moins. Ce qui est intéressant de constater, c'est que toutes celles qui avaient des collaborateurs en télétravail, qu'elles soient sous le régime d'ailleurs d'un accord ou pas d'un accord, ont décidé d'instaurer l'hybride. Et c'est pour ça que le vrai sujet du jour, c'est l'hybridation du travail. C'est le fait qu'on est mis à distance, mis présent, à la fois pour les personnes, évidemment, mais d'une certaine manière aussi pour les organisations, qui travaillent maintenant dans un modèle où, par exemple, lorsque vous êtes convié à une réunion, qui est une maladie française, elle est toujours doublée d'un lien avec une solution à distance, quelle qu'elle soit. Donc, l'organisation, elle s'est plutôt faite comme ça. Et l'autre point, c'est que les gens qui revenaient, il fallait d'une part les rassurer sur le fait que l'entreprise continuait à fonctionner, qu'ils avaient la liberté de revenir un certain nombre de jours, mais également de garder une part de travail à distance, parce que c'était ça le sujet, c'est que les gens qui revenaient voulaient revenir, pour la plupart, mais surtout voulaient conserver une part de télétravail. Alors, il a fallu réorganiser les locaux des entreprises à plusieurs reprises. D'abord, le sens de la circulation, ensuite le ménage, la désinfection régulière, les parois en plastique qu'on a vu émerger entre certains bureaux. Quelle a été l'ampleur de ces aménagements et quel poids ça a eu pour les DRH et pour les entreprises ? Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu déjà comprendre le protocole. Et vous savez que les protocoles, ils sont rédigés en langage administratif, donc c'est pas forcément toujours extrêmement fluide. Les sens de circulation, ça a été très présent au début. Aujourd'hui, les gens intègrent assez fortement les gestes barrières, donc il a fallu qu'on organise les masques. Et vous vous souvenez qu'au tout début, on n'en trouvait pas, donc finalement on en a trouvé. Maintenant, on en a plus qu'il n'en faut. On a les gels, on a les jauges dans les réunions, le nombre de salles de réunion avec le nombre de personnes. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. Pas tellement à définir, mais surtout à décider. Et après, des trucs qui paraissent très bêtes, mais qui étaient très compliqués, c'est par exemple les restaurants d'entreprise. Parce que lorsqu'on est passé à une jauge de 4 mètres carrés, puis à une jauge de 8 mètres carrés par personne, puis avant de revenir à une jauge de 4 mètres carrés, ça vous divise par 3 ou 4 votre capacité d'accueil. Or, les gens, ils ont besoin de se nourrir quand même. Et quand on a eu la période, c'était 2020, où vous aviez d'un côté l'impossibilité d'accueillir tous vos collaborateurs dans les restaurants d'entreprise, et en même temps, les restaurants étaient fermés. Donc, ils n'avaient même pas de solution pour se nourrir. Donc, il a fallu être un peu inventif. Alors, tous ces aménagements, ça a l'air compliqué à organiser, mais est-ce que c'était coûteux ? Ça dépend de votre configuration d'entreprise, mais dans certains cas, ça rajoutait des charges, effectivement. On a estimé qu'à peu près, le coût, ça coûtait 100 € par mois par salarié, à peu près. Donc quand vous êtes une grande entreprise, vous arrivez vite à le supporter, mais dans des PME, TPE, c'était un peu plus compliqué à gérer, même s'ils avaient moins de monde à gérer par définition. Au quotidien, en tant que DRH, comment on gère le plus gros problème aujourd'hui, c'est-à-dire les salariés infectés par le coronavirus, les cas contacts, ceux qu'il faut isoler
et ces fluctuations de personnel en disponibilité ou pas? En fait, il y a 2 choses compliquées. Il y a d'un côté, une forme d'anxiété chez les salariés. Effectivement, parce que certains sont inquiets, alors soit parce que, ils ont le Covid, soit parce qu'ils ont des proches qui ont le Covid, soit ils ont peur de l'attraper parce qu'ils vivent avec des gens qui ont des comorbidités ou qui sont un peu vulnérables. Et puis l'autre problème, c'est, effectivement l'imprévisibilité des organisations. Puisque lorsque vous avez une vague, comme actuellement avec Omicron, qui est hyper contagieuse, vous avez un nombre de cas par semaine qui est absolument considérable et par voie de conséquence, un nombre de cas contacts qui lui-même est considérable. D'ailleurs, le gouvernement l'a pris en compte puisqu'il a allégé le protocole pour les cas contacts, mais c'est surtout, ça crée des absences qui ne sont pas prévisibles et qui durent, parce que quand les gens sont malades, ça peut durer pour les plus légèrement touchés, ça dure à peu près une semaine. Pour d'autres, ça peut durer malheureusement beaucoup plus longtemps. Et puis, les cas contacts, ça dure 1 jour, 2 jours. Et en plus, là, on voit qu'on a un petit problème du nombre de tests, ce qui fait que les gens mettent plus de temps à aller se tester quand ils sont cas contact. Donc, ils mettent plus de temps à revenir, parce que tant qu'ils n'ont pas leur test positif, ils ne peuvent pas revenir. Négatif plutôt. Et donc, par conséquent, c'est plutôt l'imprévisibilité de l'organisation et la perturbation permanente des plannings qui rend les choses difficiles. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile dans les métiers où il n'y a pas de télétravail. Quand il y en a, quelqu'un qui est à contact, il n'est pas malade, donc il peut travailler à distance. Donc ça, on arrive à peu près à gérer. Par contre, vous prenez une PME avec un service de production, vous avez une personne contaminée au milieu du service, tout le service devient cas contact. Donc ça veut dire que pendant peut-être 1 jour ou 2 jours, ils vont plus pouvoir produire. Donc c'est ça qui est très compliqué à anticiper et à gérer. Et d'ailleurs, on a vu que les taux d'absentéisme ont monté en flèche depuis une quinzaine de jours, que le nombre d'arrêts maladie a été multiplié par 7 en 15 jours. Donc c'est vrai que c'est une situation un petit peu délicate, mais il paraît qu'il y a 1 million de personnes contaminées par semaine. Donc ça fait à peu près 7-8 millions de cas contacts par semaine. Et les DRH, ils le vivent bien tout ça? Vous savez, les DRH, ils ont un bon niveau de résilience. Et puis l'autre chose, c'est que il faut relativiser, parce que ça fait 2 ans qu'on vit ça. Donc d'une certaine manière, on l'a intégré dans notre fonctionnement. Donc on est un peu fatigué. On préfère avoir plus que 48 heures entre le moment où le protocole sort et le moment où il est applicable, parce que bon. Mais au final, on arrive à s'en sortir, même si il y a une grande fatigue, parce qu'on a d'un côté à gérer les conditions matérielles de protection des collaborateurs, et puis de l'autre, on a à gérer le fonctionnement même de l'entreprise, c'est-à-dire l'ambiance, le moral, et on voit que les gens sont quand même fatigués, épuisés, excédés par cette crise qui n'en finit pas. Donc de l'habituel et de l'inhabituel à la fois en même temps. Voilà, mais vous savez, la fonction de DRH, elle est souvent inhabituelle. Alors, de nouveaux problèmes de management et de gestion du personnel sont apparus avec la crise du coronavirus, avec environ 20% de salariés qui continuent à télétravailler. Comment fait-on pour contribuer au maintien de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Et le fameux droit à la déconnexion, il existe? Alors, en fait, vous savez qu'il y a eu plusieurs phases dans le télétravail. Si vous vous souvenez, au premier confinement, c'était devenu la panacée. Donc, tout le monde trouvait ça formidable. Et puis, au deuxième semi-confinement, donc d'octobre 2020, on a commencé à voir apparaître les phénomènes de sentiment d'isolement, de détachement de l'équipe, de conditions dans lesquelles les gens vivaient. Enfin bon. Donc, le télétravail, on a commencé, et c'est très bien d'ailleurs, à relativiser ses qualités. Il a des qualités, parce qu'il donne une forme de liberté d'organisation, il permet quelquefois de mieux gérer les sujets de rendez-vous du médecin du petit ou n'importe quoi. Donc, on a quand même relativisé les bénéfices et les inconvénients. Donc, aujourd'hui, le danger qu'on avait observé assez vite, c'est qu'effectivement, avec un télétravail massif, donc 3, 4, 5 jours par semaine, en fait, la vie professionnelle envahissait la vie privée. Et donc perturbait considérablement. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez vous accorder des moments de pause. Il suffit d'aller à la cafétéria. Vous allez toujours trouver un collègue avec qui discuter de quelque chose, même si j'ai toujours pensé qu'il y a beaucoup plus de problèmes qui se résolvent à la cafétéria que dans les salles de réunion. Mais quand vous êtes chez vous, ça marche pas. Donc du coup, il y avait des espèces de tunnels. Donc il a fallu qu'on fixe des règles pour empêcher d'avoir des tunnels de réunions à distance où les gens ne se posaient jamais. Et puis au début, les managers, quelquefois par ignorance ou par panique, ou je ne sais pas très bien, ils étaient capables de vous organiser des réunions de 9h à 18h sans s'arrêter, sans considérer que les gens avaient le droit de déjeuner. Donc c'est un peu ça qui a fixé des règles. Donc le fameux droit à la déconnexion, qui date d'une loi de je ne sais plus quelle année d'ailleurs. C'était la loi Hamon, je crois. Oui, je ne sais plus très bien. À titre personnel, j'ai toujours pensé que c'était d'abord un problème de management et pas un problème de droit. Techniquement, c'est facile de vous déconnecter. En fait, vous éteignez votre ordinateur ou vous coupez votre téléphone. Là, vous êtes déconnecté. Donc le sujet, c'est le management. Donc il a fallu, et on l'a fait d'ailleurs chez L'Oréal France, il a fallu fixer des règles
qui est de dire, il y a forcément entre 12 heures et 14 heures, il y a au moins 1 heure où il n'y a jamais de réunion pour des gens, parce que sinon ils n'ont pas le temps de déjeuner. Par exemple, on a dit, quand on pouvait revenir plus aisément au bureau, les entretiens annuels de fin d'année, c'est forcément en physique. Dans les réunions, donc on a fixé des règles, en fait, non pas du télétravail, mais des règles de la vie au travail en hybride. Et c'est une manière de contrôler. De même, on a essayé, alors ça ne marche pas tous les coups, de dire les réunions à distance, c'est 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut au moins que les gens aient un quart d'heure entre 2 réunions à distance. D'après un sondage Ipsos, Soprasteria et Le Parisien, paru en octobre 2021, 64% des Français sont attachés au télétravail et souhaitent le voir perdurer. Alors c'est quoi la meilleure solution pour le mettre en place ? Est-ce que ça passe par la signature d'accords collectifs par exemple ? Alors, il y a beaucoup de questions. Effectivement, les gens restent attachés au télétravail, on le voit. Et d'ailleurs, on le voit aussi au travers des offres d'emploi, puisque les offres d'emploi, maintenant, dans la plupart des cas, spécifient si le poste est télétravaillable ou pas, parce que c'est un critère de choix. La deuxième chose, c'est qu'en juin 2020, la NDRH avec le Boston Consulting Group avait fait une enquête là-dessus, et on avait identifié, juin 2020, donc c'est assez ancien, on avait identifié que les DRH souhaitaient mettre en place jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine, ce qui est assez logique parce que quand vous passez à 3 jours, vous changez un peu de monde, quoi. Vous passez plus de temps chez vous qu'au bureau, et que tout télétravail n'était pas une option. Donc ça, c'est un peu des données qu'on a. Le problème, c'est quand vous avez un protocole qui vous impose 3 jours ou 4 jours, en fait, vous tombez dans un modèle de télétravail que j'appellerais un télétravail désorganisé, puisque le principe, c'est le nombre de jours. C'est pas le fonctionnement de l'entreprise, le principe. Et donc, pour que ça marche bien, il faut qu'on ait la liberté de s'organiser, ce qui s'est passé entre juillet 2021 et décembre 2021. C'est-à-dire qu'on a dit, par exemple chez L'Oréal, c'est jusqu'à 2 jours, avec l'accord du manager, pour éviter que tout le monde soit absent le même jour. Dans d'autres entreprises, ça va être autre chose. Donc, le télétravail organisé, c'est quand même celui qui fonctionne le mieux. La deuxième chose, c'est que, est-ce qu'on est obligé de passer par un accord d'entreprise ? Juridiquement, non, puisque la loi prévoit que vous pouvez instaurer le télétravail soit par accord, soit par une charte que vous décidez tout seul. La bonne pratique, je trouve, parce qu'on touche quand même le fonctionnement même du travail, donc le fonctionnement même de l'organisation. Donc, au-delà de cette obligation juridique qui n'existe pas, la bonne pratique, c'est quand même de négocier un accord, au moins d'en discuter avec les partenaires sociaux, parce que ça modifie le fonctionnement de l'entreprise. Et si en plus, ce qu'on voit apparaître maintenant, vous traduisez cela dans vos locaux, c'est-à-dire en termes de flex ou en termes de réorganisation des espaces de travail. Flex office, vous voulez dire ? Oui, non, voilà. Donc à ce moment-là, oui, le flex office, pardon. À ce moment-là, il faut passer par une relation syndicale parce que c'est une affaire de conditions de travail, donc il faut consulter. Donc je trouve que le fait de passer par un accord est toujours préférable. Parce que ce serait dangereux de normer par le haut le télétravail. Parce que ça le tuerait. Or, les gens aspirent au télétravail. Donc c'est pour ça que la solution par accord semble la meilleure, parce que c'est une solution qui permet de construire un modèle de télétravail adapté à l'entreprise, à son activité, à sa localisation, parce que le télétravail dans une tour de la Défense, c'est pas le télétravail dans une zone commerciale à côté d'une ville moyenne. Donc je me méfie toujours des grandes normes qui tombent du haut, parce que souvent elles sont assez monolithiques et globalement assez inadaptées. Très bien. Alors j'ai été surprise en lisant une étude qui annonce que 30% des salariés ont déménagé pendant la période Covid, pendant les 2 dernières années, en particulier des franciliens vers des régions, des petites ou moyennes villes. Comment on réorganise le travail, les emplois du temps quand on est face à des départs dans des services vers des gens qui ne seront plus disponibles comme d'habitude ? Alors ça, c'est un gros problème. Non pas que je leur reproche d'habiter ailleurs que dans une tour à Paris ou en région parisienne, mais parce que les gens qui travaillent comme ça, et dont le site est à Paris, finalement, ils vous imposent leur rythme de télétravail. Et ça, à ce moment-là, c'est pas bon, parce qu'il ne s'agirait pas qu'une entreprise, ce soit une somme d'individualités où chacun va définir le jour où il vient, le jour où il vient pas. Donc ça, c'est un problème. Après, il y a un autre problème qui est important, hein, mais qui peut se régler, c'est, vous savez que la loi prévoit que vous devez rembourser 50% des frais de transport aux collaborateurs pour venir à leur bureau, et donc celui qui habite à Marseille, il est juridiquement fondé à vous dire, faut vous rembourser 50% du billet d'avion. Donc ça peut commencer à coûter cher. Donc bon, ça c'est la loi qu'il faudra faire évoluer, c'est un autre sujet. Et donc, effectivement, on a eu ce genre de phénomène, pas extrêmement massif, mais quand même. On n'a plus eu des phénomènes où des gens ont déménagé
je dirais en région parisienne, mais dans la partie un peu rurale de la région parisienne, pour avoir des conditions de vie un peu meilleures, et c'est assez adapté ça pour le coup. Un des challenges que j'avais repéré, c'était en septembre dernier, de plus en plus d'études qui disaient qu'il y avait une vague de burn-out qui pouvait être liée au télétravail aussi en partie, qui pouvait être liée à l'entreprise, au mode de fonctionnement depuis le coronavirus. Jusqu'à 2 millions de personnes pouvaient être touchées. Est-ce que vous avez le même constat et comment la NDRH peut y remédier à sa manière? Alors, sur le burn-out, moi j'ai toujours été très prudent parce que vous savez qu'il y a le débat éternel d'inscrire ou pas le burn-out comme maladie professionnelle, ce qui me paraît très bizarre parce que c'est pour avoir eu malheureusement à gérer quelques burn-out, c'est multicausal cette affaire-là. Qu'effectivement, le télétravail multiplié par le Covid, multiplié par l'anxiété, multiplié par l'instabilité, multiplié par tout ça, ait généré des souffrances au travail qui quelquefois ont pu déboucher parce qu'il y avait d'autres causes autour sur de burn-out, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est jamais le travail qui peut résoudre tout seul le sujet du burn-out. En revanche, il peut contribuer à éviter qu'il se produise. Et ça, c'est encore une affaire comme le droit à la déconnexion de management. C'est-à-dire, je pense qu'il faut organiser le télétravail. Il faut fixer des règles. Il faut éviter que ce soit une sorte de jungle d'organisation, comme si un salarié qui était en télétravail, il était corvéable à merci à n'importe quelle heure, indépendamment de ses contraintes, de ses conditions de vie, etc. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises, en l'occurrence des DRH, et c'est ce que la NDRH essaye de faire, d'une part en proposant des systèmes de formation des managers pour faire ça, puis essayer de faire travailler vous savez, il y a 5000 adhérents, donc on a beaucoup de DRH qui sont adhérents, et faire travailler des gens ensemble pour dégager des bonnes pratiques de management du télétravail, sans fixer forcément des systèmes de formation, de manière à justement faire que les conditions dans lesquelles je travaille à mon bureau ou chez moi ne diffèrent pas à un point tel que j'ai le sentiment d'être isolé, que j'ai le sentiment de ne pas être connecté à l'entreprise. Ce serait terrible si les gens vivaient différemment leur management de proximité selon qu'ils sont chez eux ou au bureau, dans un sens ou dans un autre. Dans certaines entreprises françaises, le télétravail a encore très mauvaise presse. Je crois que l'idée qui reste, c'est que le télétravail ferait baisser la productivité des salariés. Alors, est-ce que vous avez tranché? Pour vous, ça fait baisser, augmenter? Ça laisse telle quelle la productivité des salariés? En fait, il y a assez peu d'études qui le montrent. Il y en a eu quelques-unes qui montraient que la productivité individuelle des salariés était stable, voire un peu meilleure. Et si j'en crois d'ailleurs les résultats des entreprises françaises en 2021, il semblerait que la productivité ait au moins été aussi bonne, si ce n'est meilleure vu leurs résultats. En revanche, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si la productivité individuelle n'est pas impactée par le télétravail, la productivité collective, la co-création, l'innovation, la collaboration, sont autant de choses qui, elles, sont touchées négativement par le télétravail. Donc il faut distinguer deux choses. D'un côté, la productivité individuelle qui n'est pas touchée, et la productivité collective, le fait de travailler et de produire ensemble, ce qui est l'objet même d'une entreprise, en revanche, elle est touchée. Donc, il y a encore beaucoup de choses à revoir et à débattre. Merci beaucoup, Benoît Merci Serre. à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.